La version 5.1 de Blender est enfin disponible en téléchargement gratuit, comme d'habitude sur le site officiel blender.org. Si vous le lancez, ça va ressembler à ça. Vous avez un magnifique nouveau splash screen. Comme d'habitude, petite parenthèse, si vous allez dans Download et Demo File, vous pouvez, en scrollant un tout petit peu, télécharger n'importe quelle scène Blender qui a été utilisée pour rendre les images de l'écran d'accueil. Donc, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil, c'est toujours intéressant. Seconde parenthèse, téléchargez bien Blender, soit sur le site officiel, soit sur des stores officiels également, Steam, Microsoft Store. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, je suis arrivé sur un site un petit peu mystique, j'ai téléchargé un Blender qui normalement avait encapsulé dans lui des meilleures performances ou autres. Ne vous faites pas avoir par ça, ce sont des arnaques. Donc le site officiel de Blender, blender.org, ou alors Steam, ou alors le store Microsoft ou autre en fonction de votre support, mais pas des sites un petit peu farfelus ou qui vous promettent des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur du logiciel ou autre. Non, ne vous faites pas avoir par ça. Donc Blender 5.1, je vais aller dans What's New. Je vais pas vous vendre du rêve, je vais pas faire le vendu de Blender. Ce n'est pas la plus grosse mise à jour qu'on ait connue depuis que le logiciel existe. Je vais être honnête avec vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des mini-features qui vont poser entre guillemets les premières briques sur lesquelles on va pouvoir construire sur les versions d'après. Donc des nouvelles pistes d'amélioration ou autres. Mais globalement, si on doit résumer cette version-là, la 5.1, c'est amélioration des performances et de la stabilité. Ce qui n'est pas négligeable, hein, mais ne vous attendez pas à un nouveau module ou quelque chose qui va révolutionner la 3D ou Blender dans cette version-là. Non, la 5.1, c'est de la stabilisation globalement. Quelques nouvelles fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui, mais rien de vraiment révolutionnaire. Donc si je scrolle un tout petit peu, donc il commence par une nouvelle feature qui là pour le coup est assez intéressante, c'est ce qu'on appelle le raycasting. Le raycast c'est quoi? C'est une projection de rayons entre différents éléments. C'était déjà présent dans le Geometry Node, d'ailleurs il indique bien ici, similaire au node existant dans le Geometry Node, mais cette fois-ci c'est compatible avec les shader editors, que ce soit Cycles ou Eevee. Alors attention, on a quand même des limitations. Cycles, ce qui est cool, c'est que vu que c'est un moteur de rendu qu'on appelle Path Tracer, il va lancer véritablement des rayons. Donc le raycasting, il sait le faire de manière native, il n'y a aucun problème. Par contre, Eevee, ce qui est un petit peu problématique, il faut le mettre juste ici à la fin, comme ça si vous avez la flemme de tout lire, vous êtes un peu déçu quand vous l'utilisez avec Eevee. Quand vous l'utilisez avec Eevee, c'est uniquement, actuellement, limité au screen space tracing. Le screen space tracing, c'est quelque chose qu'on utilise par exemple pour le screen space reflection ou autre. Ce sont des approximations basées sur la vue, mais c'est pas véritablement du lancer de rayons. Donc il y a quelques limitations avec Eevee, le résultat sera un petit peu moins convaincant, mais pour quelque chose comme ce qui est présenté ici, ça marche très bien, que ce soit en Eevee ou en Cycles. Vous pouvez télécharger le demo file juste là et voir comment c'est organisé. Donc ça ouvre plein de possibilités. Faire par exemple des decals, donc projeter des textures, des peintures sur un sol, un passage piéton ou autre qu'on a fait la dernière fois en live sur Twitch pour tester un petit peu la feature. Donc ça peut être intéressant. Et également, ça ouvre une porte assez cool pour ce qu'on appelle le NPR. Donc normalement, vous connaissez le PBR, Physically Based Rendering, donc c'est une sorte de philosophie de constitution et de création d'un matériel de telle manière à le rendre le plus réaliste possible en se basant sur la physique réelle de la vraie vie, c'est pour ça que ça s'appelle Physically Based Rendering. Le NPR, c'est le Non-Physically Rendering, c'est-à-dire que on assume que ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de stylisé. Donc cartoon stylisé, vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, on va venir tricher le loi de la physique pour obtenir un rendu un petit peu particulier. C'est ce qu'on a par exemple juste ici. Donc ça, c'est, je pense, la feature principale de cette nouvelle version, qui peut être vraiment intéressante et qui, comme je le disais, ouvre la porte vers plein de futures versions qui pourraient être vraiment intéressantes. Alors il y a encore quelques limitations, je ferai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là, mais c'est quand même intéressant qu'ils aient mis ça. Donc comme je vous disais, c'est également la version de l'optimisation, la version de la stabilisation. Donc ils font pas mal de posts sur les bugs et tout ça. En gros, ce qui est quand même cool, c'est qu'ils ont changé un petit peu le corps de certains modules, par exemple. Maintenant, quand vous ouvrez des scènes Eevee, la compilation des matériaux est beaucoup plus rapide parce qu'il y a une sorte de pré-compilation basée sur le GPU en parallélisant les traitements. Donc ça, c'est quand même très très cool. C'est également le cas avec Cycles, il y a pas mal d'améliorations, mais Eevee, de plus en plus, ils essaient de le pousser pour que les lacunes, entre guillemets, de performance de Eevee soient compensées par une sorte de rehaussage sur le temps d'exécution, d'ouverture de scène, de compilation, etc. Donc on voit qu'en termes de comparaison, c'est assez cool, hein. On divise quasiment par deux plein de compilations, notamment Vulkan, qui est quelque chose qui a été introduit dans quelques versions précédentes, qui est une API graphique
qui est beaucoup plus puissante que le OpenGL de base. On a également Metal, donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est pour tous les utilisateurs de systèmes d'exploitation Apple, Mac, qui petit à petit également commence à rattraper son retard, donc ça c'est vraiment cool. Également d'optimisation de la mémoire, donc vous savez qu'actuellement le prix de la RAM est en train d'exploser à cause de l'IA, donc là aussi il y a pas mal d'optimisations qui sont faites pour stocker en mémoire de manière un petit peu différente, pour pas stocker plusieurs fois quand on a des instances ou autres, donc ça c'est quand même très très cool. Tout ça on va le mettre dans la brique optimisation et amélioration de performance, donc ça c'est intéressant, mais c'est pas véritablement une nouvelle feature. Donc pas mal de modifications également ici, je vous laisserai jeter un coup d'œil. Toujours pour tout ce qui est performance, tout ce qui va toucher à l'animation. Donc on a par exemple les shape keys. Les shape keys, pour ceux qui ne connaissent pas, ça dénomme différents en fonction des logiciels. Si vous faites du Blender, shape key, c'est censé vous parler. Si vous faites du 3ds Max, vous appelez ça du morph. Si vous faites du Maya, vous appelez ça du blend shape. Sur Houdini, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est passer d'une position de point à une autre. Il faut qu'il y ait la même topologie avec une interprétation linéaire. Donc ça, c'est très cool quand on fait de l'animation pour avoir des sortes de sculptes de posing très précis et faire le passage d'un à l'autre sur un sourire, sur une petite paupière qui va se rehausser ou autre. Donc ceux qui font de l'animation connaissent certainement. Une limitation, c'est que souvent les logiciels brident les interprétations de ShapeKey en fonction des threads de votre CPU. Un thread, c'est quoi ? C'est une sorte d'unité de calcul logique. Donc quand vous avez un processeur, il a X threads, donc il peut paralléliser plusieurs calculs. Là, les améliorations avec Blender, c'est que chaque thread peut maintenant paralléliser certaines interprétations pour calculer beaucoup plus rapidement les shape keys et vous allez être beaucoup moins limité. Parce que c'est quand même une ressource qui est assez lourde quand on va calculer ça en temps réel. De même pour les actions, qui sont des sortes de regroupements d'animation. Donc là aussi des améliorations. Donc tout ça, c'est pour une amélioration de performance. Donc c'est cool, c'est pas des nouvelles features. Là par contre, une nouvelle feature. On a le Smooth Cushion. Donc c'est un modifier qu'on met sur les courbes d'animation. Donc soit une courbe d'animation faite à la main, soit quelque chose que vous avez généré avec les modifiers. Donc c'est surtout ça qui va être utile. C'est surtout pour de la génération de courbes. Ça vous permet tout simplement de lisser certains éléments. Donc par exemple, vous voyez une courbe avec beaucoup de noise, on va pouvoir le lisser. Donc imaginons que vous ayez fait une anime, généré un noise par-dessus pour ajouter un shake de caméra ou autre. Vous pouvez smoother un petit peu tout ça si jamais vous voulez pas vous retaper l'animation. Donc ça peut être intéressant et ça ouvre également plein de possibilités. Be Precise, maintenant on a possibilité d'afficher les subframes dans la timeline. Les subframes, c'est quoi ? Souvent en 3D, même tout le temps, on parle de frame. Une frame, c'est une image. Si on est en 24 fps, on est en 24 images secondes. Donc c'est la vitesse de défilement de notre animation. On a quand même quelque chose qui est interpolé de manière quasiment infinie entre plusieurs frames. Et par défaut, ça c'est pas visible, c'est ce qu'on appelle une subframe. Par exemple, entre la frame 0 et 1, si vous passez en subframe, Blender, il va faire une interpolation. Alors linéaire, en termes de courbes spécifiques si vous l'avez prédéfini, donc ça c'est intéressant. Et ceux qui font de la simulation, ça doit normalement se rapprocher à une autre notion qu'on a quand on fait de la simu, qui sont les substeps. C'est un petit peu l'équivalent. Une substep, ce sont des calculs de frames intermédiaires. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous avez une sphère qui se déplace en émettant de la fumée, si elle se déplace très vite, mais par défaut, vous allez voir des sortes de steps, donc des boules de fumée qui vont apparaître, mais c'est pas quelque chose de lisse. Pourquoi ? Parce que par défaut, Blender, il va faire une génération de fumée sur chaque frame. Mais pour passer de là à là, en fait, on a un mouvement intermédiaire. Ça, c'est ce qu'on appelle des substeps en simulation, et ils sont basés sur les subframes que l'on peut dorénavant afficher. Donc, si la feature est bien faite, je n'ai pas encore pu la tester, mais vous pouvez en théorie loader une animation ou une vidéo en background en 60 images secondes, et si vous êtes en 24, vous pouvez quand même passer pour lire l'animation de manière vraiment native. Donc ça ouvre également plein de possibilités pour débugger des animations qui vont exploser d'une frame à l'autre, pour éventuellement étirer les clés et même dépositionner éventuellement sur des frames spécifiques. Donc ça peut être intéressant. Amélioration en termes du XUI. Donc maintenant, ils ont fait une colorimétrie propre, donc assigner une couleur au type d'interpolation. Ce qui est vraiment cool, c'est que d'un seul coup d'œil, c'est ce qu'ils mettent ici, donc regardez rapidement les types d'interpolation entre les keyframes en un seul coup d'œil, vous pouvez voir en fonction de la couleur ce que c'est. Pas besoin d'ouvrir, de voir la courbe. Vous savez que, ah oui, cette partie-là, c'est du linéaire, cette partie-là, c'est du constant, cette partie-là, c'est du Bezier curve. Donc ça, c'est ultra intéressant parce que d'un seul coup d'œil, en termes d'optimisation d'efficience, vous pouvez voir ce que vous regardez, quel est le type d'interpolation, donc ça, c'est quand même cool. Donc plein de modifications sur les animations. Les entrées-sorties. Alors,
petit coup de gueule. Non, pas petit coup de gueule, mais quelque chose qui traîne un petit peu. Souvent, Blender essaie de se tenir à jour sur l'industrie de la 3D, on va dire, que ce soit dans le jeu vidéo, le film d'animation ou autre, sur les standards. Ils sont extrêmement en retard sur l'USD. L'USD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est le Universal Scene Description. Donc c'est plus qu'un format, c'est une sorte de philosophie et de méthodologie de travail. C'était fait par Pixar. Une des grosses problématiques qu'on a lorsqu'on fait un pipeline, donc un pipeline c'est une manière de travailler, un process de fabrication. Il faut imaginer ça comme une usine où vous avez des tapis qui livrent des pièces, etc., etc., une usine d'assemblage. C'est pareil en 3D. Vous avez des départements qui travaillent entre eux, qui s'envoient des fichiers, etc. Une des grosses problématiques, c'est qu'il y a souvent des départements qui, par nécessité et optimisation de travail, vont travailler sur des outils différents. Par exemple, les simulations très souvent se font sur Houdini, l'animation très souvent se font sur Maya, le rendu peut potentiellement se faire sur un autre logiciel encore annexe. Donc à chaque fois, transiter des informations d'un logiciel à un autre, c'est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Donc il y a des formats qui se veulent universels, le point ABC, le point OBJ, le point FBX, chacun a quand même des lacunes et les logiciels doivent continuellement se mettre à jour pour que les entrées-sorties, donc ce qu'on appelle les I/O, les input-outputs, soient compatibles avec tous les logiciels. Pixar a dit, on en a marre, nous on fait un format qui est universel et qui va fonctionner dans tous les logiciels, si bien évidemment ces derniers intègrent nos API et arrivent à comprendre notre format. Ce format, c'est l'USD. C'est basé sur un système de layer ou autre. Donc c'est ultra intéressant, ça veut dire que tu peux envoyer des scènes à plusieurs départements sans vraiment te prendre la tête, pour faire très très simple. C'est plus complexe que ça, mais c'est pour faire très simple. Le problème, c'est que Blender, aujourd'hui, d'après moi, il n'est pas compatible, il n'est pas viable pour un pipeline au niveau professionnel 100% Blender, quasiment uniquement à cause de ça. Tous les gros logiciels de l'industrie, que ce soit Maya, que ce soit Houdini, que ce soit d'autres logiciels, il y en a plein, ils sont compatibles quasiment à 100% avec l'USD. Et ce format est vraiment génial. Alors, bien évidemment, vous imaginez bien que Pixar, eux, ils ont une tonne d'outils qui gravitent autour pour améliorer ça, mais la base fournie par Pixar, que tout le monde peut utiliser, est vraiment cool. Et aujourd'hui, Blender ne permet pas de l'exploiter à 100%. Pourquoi? Parce que dans Blender, vous pouvez importer un USD, exporter un USD, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas le référencer dans ce qu'on appelle un stage. C'est quoi la différence? J'ai un décor avec une table au milieu, par exemple. Je l'importe. Qui dit import dit verrouillage à ce moment précis de la constitution de la scène. Il n'y a pas de lien dynamique. Donc, j'ai ma table, ok, très bien. Le type du département d'à côté, il va bouger la table. Je ne pourrai jamais répercuter ça dans ma scène parce que je n'ai pas un lien dynamique. Par contre, d'autres logiciels comme Maya ou Houdini permettent de référencer un stage USD. Ça veut dire que vous avez votre salle avec la table au milieu. Mon collègue à côté déplace la table. Il l'enregistre en layer USD. J'ai juste à dire en mon logiciel reload l'USD ou alors mets-toi à jour en fonction du layer et en temps réel, je vais voir les éléments bouger. Alors ça peut être pour un déplacement de cette adresse, ça peut être pour une modification de matériaux ou autre. Ça, c'est ultra intéressant. Et en fait, aujourd'hui, Blender permet d'importer un USD, mais ne permet pas de le référencer. Ce qui est ultra dommage parce que 99% de l'utilité d'un USD, c'est ça. Donc aujourd'hui, d'après moi, si Blender n'est pas viable pour un pipe de A à Z Blender, alors il est très cool pour des parties de pipe, mais si vous voulez tout faire, toute une production avec Blender, mais ça, c'est un gros manque. Parce qu'il est en retard par rapport à la concurrence, et c'est dommage. Parce qu'il est en avance sur plein de trucs. Et alors, je suppose que c'est pas si simple. Sinon, ils auraient fait le dev depuis un moment. Ou alors, ils ont d'autres priorités. Mais moi, ça me dérange un petit peu parce qu'à chaque fois, ils mettent en avant qu'il y a eu plein d'améliorations dans l'USD. Ils font des trucs qui sont cool, mais la base de l'USD n'est pas comprise par Blender, et c'est ultra dommage. Voilà. Donc, si vous voulez une vidéo spécifique à ce sujet, je pourrais vous en parler pendant très longtemps parce que je trouve ça fascinant, mais voilà. Il y a quand même des améliorations sur les EXR, etc., des choses un petit peu génériques également, donc ça c'est cool. La stabilité, vous voyez, ils le mettent vachement en avant. Donc là, on a une courbe avec le nombre de bugs résolus, donc c'est très très cool. On a même le nombre de bugs par type de module, donc ça c'est ultra intéressant. On voit qu'ils ne laissent pas forcément des parties, c'est à peu près équilibré partout. Alors il y a des choses comme l'API Python, forcément il y a moins de bugs que quelque chose qui est fait from scratch de A à Z dans Blender. Vous voyez, viewport et Eevee, il y en a énormément, animation aussi. Donc c'est quand même cool, ils essaient d'améliorer un petit peu tout
de manière équilibrée. Ils vont pas tout mettre dans le rendu, tout mettre dans le vidéo editing, tout mettre dans les matériaux ou le sculpt. Donc c'est quand même cool. Et vous voyez, en termes de cycle, c'est Eevee. Alors, il y a un petit peu de différence, mais c'est aussi intéressant de voir qu'ils font vivre les deux moteurs de rendu et qu'ils n'en laissent pas un au détriment de l'autre. Donc ça, c'est cool. Plein de petites modifications concernant le sequencer. Dans les versions précédentes, ils avaient rajouté la possibilité d'utiliser le compositor directement avec ce qui sortait du sequencer. Donc ça, c'est cool parce qu'on peut faire, je sais pas moi, une lens distortion ou autre sur un montage que vous faites dans Blender. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, vous avez un nouveau node qui permet de récupérer les informations du sequencer avec les frames ou autres pour faire des petites animations. Donc pour des transitions ou autres, ça peut être vraiment intéressant. Le Smooth Data Form. Donc ça peut être très très bien également. Smooth Data Form, pardon. Pas data, mais date. Ça peut être très cool parce que ça permet de récupérer les contours d'une image basée sur un alpha. Donc là, ça ouvre plein de possibilités également. Si vous voulez traiter l'aliasing d'une manière très spécifique, si vous voulez cropper par exemple les personnages, si vous voulez éventuellement rajouter une sorte de stylisation sur un liseré, sur un contour ou autre sans le faire avec le freestyle. Donc plein de choses que j'ai envie de tester avec cette fonctionnalité-là. Mais ça peut être vraiment cool pour ceux qui font du compositing assez poussé dans Blender. Donc assez intéressant. Donc plein de choses sur le compositor. Ça m'intéresse également parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tout ce qui était blur, lens distortion ou autre, c'était ultra lent, que ce soit en CPU ou en GPU. Visiblement, maintenant c'est 2 fois plus rapide. Donc on crache pas dans la soupe, à tester, parce que souvent il faut se méfier quand même des nombres qui sont avancés, mais c'est quand même assez intéressant. Donc des améliorations sur le nombre d'extensions, bien évidemment. Plein de choses qui sont améliorées en termes d'optimisation et de calcul. Donc vous voyez le GPU rendering, moins de 10% en termes d'optimisation, donc ça c'est cool. Le CPU rendering, 20% plus rapide. Alors, il y a toujours le débat, est-ce que je dois faire du CPU, du GPU? Malheureusement, je ne peux pas y répondre, ça dépend vraiment de votre configuration. Sachez que 90% du temps, le rendu GPU, avec Optix ou autre, sera plus rapide que le CPU. Le seul inconvénient du CPU, c'est qu'il va avoir tendance du GPU, pardon, c'est qu'il va avoir tendance à saturer plus rapidement sa VRAM, donc la RAM de la carte graphique, alors que le CPU va tout stocker dans la RAM, et normalement, vous avez plus de RAM que de VRAM, donc c'est censé s'équilibrer en termes de performance. Mais préconisez quand même le GPU, ce sera plus rapide. Donc des améliorations pour AMD, donc ça c'est intéressant. Plein de petites optimisations, que ce soit pour les denoise, pour les normales, des petits bugs sur la vue quand on était en mode rendu, les overlays qui ne s'affichaient pas correctement quand vous vous déplaciez, donc ça c'est intéressant. Des modifications concernant le Grease Pencil. Alors, je ne suis pas le plus gros consommateur de Grease Pencil, je l'ai utilisé que quelques fois, mais vous allez être content. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour ceux qui font du dessin directement sur Blender, du storyboard ou autre. Ils ont refondu totalement leur système de donc le workflow, ils appellent ça, le pipeline de fill, donc c'est-à-dire de remplissage de formes. Maintenant, vous pouvez directement le modifier quel que soit le matériau, alors qu'avant, voilà, c'était le matériau qui déterminait si c'était un tracé ou quelque chose qui était rempli. Maintenant, vous pouvez le prédéfinir à tout moment, donc ça c'est quand même intéressant. Plein d'opérations un petit peu en mode booléen, comme on peut avoir sur du Illustrator ou autre, qui permettent de couper des formes, de faire du A-B ou autre, donc ça c'est intéressant. Des modifications sur le tracé des primitives en temps réel, qui sont assez cool. Pareil, donc là sur les types de tracés, est-ce qu'on le remplit? Est-ce qu'on met que l'intérieur? Est-ce qu'on met l'intérieur plus le remplissage? Donc plein de petits trucs sur ça. Des modifications sur la gestion des recherches concernant tous ces outils-là. Industry Ready, donc vous voyez c'est ça là. Dans Industry Ready, il n'est pas ready sur l'USD, mais quand même il s'aligne sur plein de choses. Sur Python, donc ça c'est intéressant, ce sont les API de dev, Python étant le langage de programmation. OCIO c'est pour tout ce qui est espace de gestion colorimétrique. OpenEXR, on a déjà vu des vidéos dessus, c'est un format d'image très utilisé dans la 3D parce qu'il a 2 avantages. Il est lossless, donc sans perte, et il est compressé multilayer, c'est-à-dire que dans un seul fichier, vous pouvez avoir toutes vos AOV de stocker. Donc ça, c'est intéressant. Et le VDB, qui est le Volume Database, qui permet de stocker des grilles de data, par exemple pour de la fumée ou autre. Ultra intéressant également. Des modifications sur le Geometry Node. Là, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que la feature paraît pas exceptionnelle. Donc il y a un nouveau node qui s'appelle Bonne Info. On se dit, il n'y a pas grand chose dedans. Oui, mais ça ouvre quoi? Ça ouvre une porte ultra intéressante au rigging procédural basé sur le Geometry Node. Donc actuellement, si on fait du rig dans Blender, c'est à l'ancienne, j'ai envie de dire.
avec des bounce, des trucs, des classiques du white paint, etc. Si on peut avoir un système de rig procédural, du moins nodal, alors il faut faire la distinction entre procédural et nodal, mais quelque chose basé sur un système de nodes qu'on peut mettre dans le Geometry Node, ça peut être vraiment intéressant, et ça ouvre la porte à ça, donc ça, à surveiller de près parce que c'est vraiment cool. Des modifications sur les Geometry Node également, du texte, pour tout ce qui font du motion graphique, ça peut être ultra intéressant. On peut faire des petites animations de texte. Avant, c'était très limité. Maintenant, il y a beaucoup plus d'informations. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger le demo file. Alors, le petit inconvénient, c'est que ça surcharge un petit peu le node String to Curve, qui avant déjà avait pas mal d'infos. Maintenant, vous en avez presque, alors pas le double, je vais pas exagérer, mais vous en avez beaucoup plus. Donc, si vous n'êtes pas habitué à utiliser le node de base, ça va être plus complexe de s'y mettre si vous l'avez jamais utilisé. Mais mon petit conseil, c'est de télécharger le demo file, de regarder un petit peu comment ils ont fait. Ce sera beaucoup plus intéressant et plus intuitif que lire par exemple toute la doc. Des modifications sur le système de grid. Donc ça se rapproche un petit peu du VDB. Il faut savoir que quand vous faites une simulation de volume, Blender fait ce qu'on appelle une grille 3D, un volume grid, où là où une image 2D est constituée de pixels, une grille 3D est constituée de voxels. Chaque voxel possède des informations de densité, de vélocité, de température, etc., que vous pouvez lire éventuellement dans un système de shader editor et qui est interprété et stocké dans par exemple un VDB lorsque vous exportez la donnée. Ce qui vous permet de faire une simulation dans Embergen et de l'importer dans Blender. Vous pouvez faire une simulation dans Blender et l'exporter dans 3ds Max pour faire un rendu V-Ray. Bon, vous avez plein de possibilités. C'est un format pseudo-universel, le VDB, pour tout ce qui est interprétation de volume. Mais maintenant, vous avez plein de modifications. Vous avez par exemple le Clip Grid qui permet de faire une sorte de découpe à un endroit de la grille pour voir la constitution, un petit peu comme s'il y avait une sorte de scanner, vous voyez, scanner 3D ou IRM, pour voir la constitution de votre grille de volume à un endroit précis sur une tranche. Donc ça peut être vraiment intéressant pour faire des effets visuels assez sympas ou même pour débugger certaines parties ou pour visualiser tout simplement. Donc des modifications sur la gestion des UV procédurales basées sur Geometry Node et quelques modifs sur le remesh également du texte, toujours intéressant. Donc là aussi, pas une très grosse feature, mais pourquoi pas. Une modification, donc ça peut être assez cool pour aligner les éléments au centre d'une face. C'est vrai que c'est toujours un petit peu galère quand on veut aligner des éléments. Alors, il y a possibilité, mais des fois ça s'alignait sur le point, sur l'arête, du coup en fonction de la normale, ça faisait des trucs un petit peu bizarres. Maintenant, vous avez cette fonctionnalité-là qui permet de dire à Blender, prends mon objet, aligne-le sur la rotation au centre de cette face, et c'est quand même beaucoup plus pratique pour faire du set-dress. Pour tout ce qui est modélisation et sélection de loop, maintenant on peut dire à Blender d'arrêter la sélection à un endroit très précis, par exemple une couture V, à une edge qu'on a marquée en tant que sharp. Donc au lieu de faire tout le tour de l'objet, il va s'arrêter dès qu'il va rencontrer une limite définie par le type de sélection que vous avez ici. Donc ça peut être assez intéressant. Des modifications également sur le mirror. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on faisait ça, on avait un problème parce que c'est un peu comme un scale -1. On avait toutes les normales qui étaient flippées, ce qui est normal. Si je prends un asset et que je fais hop là, un mirror, ce qui pointait à l'intérieur va pointer à l'extérieur et inversement. Donc maintenant, on a un outil qui permet directement, avec une simple coche, de lui dire juste ici, vous allez le voir en bas, dans les modifications du Object Transform, corrective flip normal. Donc il va réinterpréter le flip des normales pour avoir quelque chose de correct. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, toujours plein de modifications. Ça, c'est pas mal. Ils ont rajouté plein de modifs sur le bevel qu'on fait avec CTRL B pour avoir quelque chose soit en mode snapping avec CTRL, soit précis avec Shift. Sur la version d'avant, ça faisait des opérations un petit peu différentes. Donc pourquoi pas. Des modifications sur l'interprétation des polices, par exemple. Donc maintenant, Blender va vous remonter les polices qui sont installées sur votre système. Avant, il fallait les chercher dans Windows Font. C'était pas très pratique. Possibilité maintenant de linker directement une clé USB ou un service de stockage cloud directement dans l'Explorer de Blender, donc ça c'est très cool. Compatible iCloud avec Mac, Linux je connais pas du tout, mais je suppose qu'il y a des équivalents, donc ça c'est quand même très cool. C'est tout ce qui est gestion et compatibilité de périphériques en temps réel, donc ça c'est assez intéressant. Mais là aussi, bon, c'est pas une très grosse fonctionnalité. Et on a fini. Donc vous voyez, il y a quand même des choses intéressantes. Ce qui est vraiment cool, c'est que là, il commence à poser des piliers pour la suite. Notamment le système de rig basé sur le Geometry Node. Donc ça peut être vraiment intéressant. Tous ceux qui font du rig, ça va vous intéresser. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à faire quelques vidéos sur le rig, au moins sur les bases. On va faire une petite araignée qui marche ou des trucs comme ça, pour que déjà vous ayez les bases. Parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Et également, tout ce qui est
modification qui était tout en haut sur le raycasting. Voilà, ça aussi, ça ouvre des possibilités assez intéressantes. Donc globalement, si on doit résumer cette version, c'est performance et stabilité. Voilà, en quelques mots. Donc il n'y a pas de très grosses nouveautés comme on aurait pu avoir sur la version d'avant. Toujours pas de DLSS qui avait été annoncé il y a quelques temps déjà. Alors ils n'ont jamais communiqué véritablement de date. Mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo sur le DLSS 5 qui a pas mal fait parler de lui. Vous pourrez le regarder si jamais ça vous intéresse. Ça va sortir dans quelques jours normalement au moment où vous voyez celle-ci. Parce qu'il y a des choses à dire. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une sorte de génération d'IA en jeu vidéo en temps réel et tout. Bon, ça soulève plein de questions éthiques sur l'altération du travail des artistes. Mais bon, on y reviendra sur la vidéo dédiée si jamais ça vous intéresse. Sur ce, merci beaucoup. Merci à tous les gens qui ont rejoint le Tipeee, bien évidemment. Votre pseudo sera affiché juste après. Pour ceux que ça intéresse, ce sera comme d'habitude en commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger la version 5.1 de Blender, à tester les fonctionnalités, à me dire ce que vous en pensez. C'était Michael et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.